Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 21. Le cercueil d'acier. Seattle avait perdu son éclat. Nous étions en 1958. Mon beau-père mourut en laissant maman seule en Californie. Ses lettres exprimaient son chagrin et sa solitude. Je n'avais plus avec moi que Rachel et la serveuse de restaurant que j'avais initiée au tapin. Depuis que je m'étais débarrassé de la drogue, j'avais pris 7 kilos. J'en pesais maintenant plus de 90. Le temps avait dégagé mon front de ses cheveux. Je ne ressemblais plus beaucoup au bel évadé dont les flics avaient la photo dans leurs archives. De temps en temps, je fumais un peu d'herbe et il m'arrivait de sniffer de la coke. Un jour, je m'achetais une dose d'héros avec ma coke. Je voulais les mélanger pour me faire un speedball. Je finis par jeter l'héros dans les toilettes, mais j'eus du mal à m'y résoudre. À près de 40 ans, j'étais un vieux Mac. Dans mes fringues de luxe, j'avais l'air d'un gros phoque noir. Pour la première fois depuis des années, j'avais repris goût à la bonne cuisine. Mon rythme de vie ralentissait peu à peu. Je passais la plus grande partie de mon temps à lire au lit. La fin de ma carrière de Mac ne paraissait pas très lointaine. J'ai pris alors la décision de faire mon retour sur la grande scène de Chicago. Je me tenais à l'écart des anciens lieux de rendez-vous et faisais tapiner mes putes dans des rues proches du centre-ville. La plupart des michetons étaient blancs. J'habitais dans un hôtel agréable qui se trouvait à proximité. Les filles vivaient ensemble dans le même hôtel. 3 mois après mon retour, un incendie changea le cours des choses. La suite d'événements qui en résulta entraîna mon arrestation pour évasion. Ce jour-là, j'étais sorti faire une promenade et je m'arrêtais pour contempler un incendie qui ravageait un immeuble d'habitation. À côté de moi, un vieux type à la peau brune assistait également au spectacle. Il gagnait sa vie en trichant au craps et vendait aussi des fringues aux putes des bordels dans une dizaine d'États. Lorsque l'incendie fut éteint, nous allâmes boire un verre ensemble. Nous avions tout de suite eu de la sympathie l'un pour l'autre. Au cours du mois suivant, je le revis tous les jours. Je commençai à l'accompagner dans les bordels où il allait vendre sa marchandise. J'avais toujours eu du mépris pour les putes qui travaillaient dans des bordels. Elles abandonnaient la moitié de leur fric à une mère maquerelle. Pour moi, une bonne pute devait aller chercher ses michetons dans la rue. Même quand j'avais mes 2 maisons dans l'Ohio, mes putes racolaient leurs clients sur le trottoir. Il n'y a que les feignantes à la petite semaine qui attendent dans des bordels que les michetons viennent à elles. Gros Paris, c'était le nom de mon nouveau copain, essayait pourtant de me convaincre que mettre mes filles dans un bordel serait une bonne chose pour moi. Ses arguments, c'était que le système était beaucoup moins usant pour le Mac, que les bordels bénéficiaient d'une protection de la police, et que les mères maquerelles étaient responsables quand une pute se faisait arrêter. En plus, il était beaucoup moins difficile de former une fille à travailler en maison que dans la rue. Enfin, les putes se tiraient 2 fois moins souvent que lorsqu'elles tapinaient sur le trottoir. Il m'a dit qu'à mon âge, je pouvais me ramasser un joli paquet de pognon avec les bordels. Ensuite, je pourrais en ouvrir moi-même un ou deux, et vivre jusqu'à 100 ans, alors que la tension que je subissais dans la rue ne me permettrait sûrement pas d'atteindre cet âge-là. 2 mois plus tard, j'avais mis mes 2 filles dans un claque. Je recevais mon fric chaque lundi par mandat recommandé. Il avait raison, c'était facile de faire travailler des putes de cette façon. Les 50% qu'on leur retirait à la base ne me manquaient pas. Je ne les avais pas, c'est tout. Les filles travaillaient 1 mois ou 2 d'affilée, puis elles venaient me voir. Entre-temps, je passais mes journées avec Gros Paris. C'était vraiment un excellent copain. Il se mit en rogne le jour où, ignorant ses conseils, je décidai de dépenser presque tout mon fric pour acheter une nouvelle Cadillac modèle 49. Je l'aimais comme un père. Il savait tout ce qu'on pouvait tirer du craps et des gens en général. C'est peut-être grâce à son amitié et à sa sagesse que je parvins à tenir l'héros à distance. Peut-être aussi que j'aurais recommencé à me shooter si je n'étais pas retourné en prison. En tout cas, j'en eus la tentation une douzaine de fois. Je déménageais Stacy, ma plus jeune pute, dans un clan D de l'Indiana. Nous étions au mois de mars, elle devait rester là-bas jusqu'à la fin de la saison. Ce qui signifiait qu'il me faudrait y aller toutes les 6 semaines en moyenne pour m'occuper d'elle et m'assurer que je la tenais bien. Elle se sentait seule. Souvent elle m'appelait ou m'écrivait pour me dire à quel point je lui manquais. Un jour, elle se fâcha avec la mère Macrel et alla travailler dans un autre bordel de la ville qui était tenu par un mec. J'annonçai à Gros Paris mon intention d'aller la voir là-bas. Ice, dit-il, tu ne tiens jamais compte des bons conseils que je te donne. Tu t'es conduit comme un cave en mettant tout ton fric dans cette Cadillac, alors maintenant écoute-moi, je vais encore te donner un bon conseil. Non seulement tu ne devrais pas y aller, mais tu ferais bien d'enlever cette jolie fille de là où elle est. Je connais ce type, c'est un serpent. Fais-la sortir de cette boîte. Je t'indiquerai un endroit en Pennsylvanie qui sera tout aussi bien. En 2 jours, tu peux la ramener de là-bas et la placer ailleurs. Je ne suivis pas son conseil. Je pris le train pour aller la voir et louai une chambre sous le nom de Johnny Cato, dans un motel situé à la périphérie. Les seuls noirs qui fréquentaient la ville, c'étaient les putes des bordels et les macs qui allaient leur rendre visite. Stacy venait me voir le matin de bonne heure après le travail. Elle m'avoua qu'un jour elle s'était réveillée en découvrant le patron du bordel allongé dans le lit à côté d'elle. Affolée, elle lui avait donné un coup sur la tête avec un gros réveil de cuivre.
mais ça n'avait pas suffi à le refroidir. Il avait essuyé le sang de sa figure et lui avait donné 50 $ pour tirer un coup. Puis il l'avait supplié de me quitter et de devenir sa femme. Le moment était très mal choisi pour me raconter ça. C'était un dimanche, le troisième et dernier jour de ma visite, et il était 9 heures du soir. Elle ne travaillait pas le dimanche. Nous étions là à flâner, j'avais encore mon pyjama et une dose de coke dans la poche. J'étais en train d'allumer une cigarette lorsque quelqu'un fit trembler la porte, et moi avec, en tambourinant à la manière des flics. Je m'approchai. Oui, qu'est-ce que c'est? Police, ouvrez, dit une voix. J'ouvris. C'étaient deux flics rougeaux avec des têtes de Suédois. L'un avait une silhouette de goré, l'autre était grand et maigre. J'enfonçai mes mains qui tremblaient dans les poches de mon pyjama. La capsule de coke me brûlait les doigts. Je leur souris de toutes mes dents en espérant avoir réussi à effacer la peur de mon visage. Ils s'avancèrent dans la pièce et jetèrent de rapides coups d'œil autour d'eux. Stacy bouche bée était assise dans le lit. Que puis-je faire pour vous, messieurs demandai-je. On peut voir vos papiers dit Grand Maigre. J'allai dans le placard, pris mon permis de conduire bidon au nom de John Cato Fredrickson et le déposai dans la paume de sa main. Je sentais une sueur froide me couler dans le dos. Les deux flics examinèrent le papier, puis ils échangèrent un regard. Vous êtes en infraction, dit Grand Maigre. Pourquoi n'avez-vous pas inscrit votre nom complet sur le registre du motel? Qu'est-ce que vous essayez de cacher? Et qu'est-ce que vous faites ici? D'après votre permis, vous êtes danseur. Et il n'y a aucun club dans cette ville qui engage des danseurs. Officier, répondis-je, Johnny Cato, c'est mon nom de scène. Je n'ai rien à cacher. Mon nom complet a toujours été trop long pour l'inscrire à la façade des cabarets. J'ai pris l'habitude d'utiliser la version abrégée. J'ai eu des ennuis avec mes jambes l'année dernière, je ne danse plus. Ma femme et moi, nous avons décidé de monter une affaire et nous sommes venus faire un tour dans la région. Nous pensons que votre ville est l'endroit idéal pour installer un petit restaurant spécialisé dans la cuisine du Sud. Ma femme a une recette de poulet frit qui devrait nous rapporter beaucoup d'argent dans ce coin-là. Tu n'es qu'un sale menteur de nègre, répliqua Dugoré. Vous, les négros, quand vous venez ici, c'est pour ouvrir un bordel ou sucer la chatte de vos putes. Tu n'es pas marié à cette garce. Tu n'es qu'un petit mac de rien du tout et cette fille tapine pour toi. Je l'ai déjà vue dans le coin. Alors écoute-moi bien, mon garçon. Je te conseille de virer tes fesses d'ici, parce que les nègres comme toi, on n'en veut pas dans cette ville. Bien, monsieur, répondis-je, je vais suivre votre conseil et renoncer à cette idée de restaurant. Les deux flics firent volte-face et sortirent de la chambre. Je savais que c'était le patron de Stacy qui me les avait envoyés. Il était trop tard pour prendre le train de Chicago. Il n'y en avait qu'un par jour à 8 heures du soir. J'étais sûr que les deux flics reviendraient. J'étais pris au piège. À la radio, les bulletins météo signalaient que les routes étaient recouvertes de neige. Je ne pouvais même pas quitter la ville à pied. Je sniffais ma cocaïne et réfléchis à un moyen de me sortir de là. Le chef de la police revint le lendemain après-midi à 3 heures. Je le fis entrer dans la chambre. Mon garçon, dit-il, je ne suis pas du tout satisfait. Je veux bien oublier l'histoire du registre, mais il y a quelque chose de plus grave. Si toi et cette jeune femme, vous n'êtes pas mariés, alors vous avez commis un délit que je ne peux pas laisser passer. Quand et où vous êtes-vous mariés? Je réfléchis à toute vitesse. J'essayais de me rappeler s'il n'y avait pas eu un incendie dans un tribunal ces derniers temps, mais je ne trouvais rien. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans à Waco, Texas, dis-je. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez notre mariage en doute. Je vais vous emmener tous les deux, répondit-il, et je vérifierai votre histoire. Si tu m'as dit la vérité, vous pourrez partir, sinon vous irez en prison. Et nous embarquâmes. Les flics nous tirèrent le portrait et relevèrent nos empreintes digitales. Ensuite, on nous emmena dans le bureau du chef. Tu m'as menti, mon garçon, dit-il. J'ai téléphoné à Waco et il n'y a pas de trace de votre mariage. Ils nous bouclèrent. 1 heure plus tard, nous étions libérés contre une caution de 200 $ chacun. Nous retournâmes au motel en taxi. Je compris pourquoi ils nous avaient arrêtés. Pendant ce temps-là, la chambre avait été fouillée. J'accompagnai Stacy au bordel pour y prendre ses affaires, puis nous attendîmes à la gare le train de 8 heures du soir. Le lendemain de bonne heure, nous étions de retour à Chicago. Je savais que dès que mes empreintes auraient été envoyées à Washington, le FBI signalerait que j'étais recherché. Il fallait que je me dépêche de partir ailleurs. Le chef de la police savait où j'allais quand j'avais quitté sa ville. Gros Paris passa un coup de téléphone en Pennsylvanie. Stacy se tenait prête à partir dès le lendemain pour son nouveau lieu de travail. Mais de toute évidence, mes empreintes avaient été envoyées à Washington. Les flics de Chicago, accompagnés du capitaine des matons de la prison d'où je m'étais évadé, vinrent nous alpaguer, Stacy et moi. Je fus arrêté pour évasion, Stacy pour recel de malfaiteur. Quelque chose me tracassa pendant tout le trajet jusqu'aux locaux de police. Comment les flics et le chef maton avaient-ils fait pour savoir où me trouver dans cette ville immense? J'avais déjà été transféré à la prison du comté lorsque je compris ce qui s'était passé. J'ai commis beaucoup d'erreurs stupides dans ma vie, mais la plus bête de toutes fut celle qui me ramena dans cette tôle.
J'avais gardé dans mon sac de voyage une lettre de Stacy. Les flics qui avaient fouillé notre chambre pendant que nous étions en garde à vue n'avaient eu qu'à noter l'adresse figurant sur l'enveloppe. J'avais sous-estimé ses ploucs et maintenant, je me retrouvais avec les couilles sur le grill. Rachel quitta immédiatement son bordel et se précipita pour venir me voir. Je décidai de nier l'accusation d'évasion. Après tout, il ne pouvait rien prouver tant qu'il serait incapable d'expliquer devant le tribunal la façon dont je m'étais évadé. Lors de la première audience, j'affirmai au juge que je ne m'étais pas évadé. Je lui dis simplement qu'un soir, un peu avant minuit, un maton était venu ouvrir la porte de ma cellule, m'avait amené devant le portail de la prison, puis m'avait relâché. C'était un de mes amis qui avait versé l'argent pour cette libération clandestine. L'histoire était mince mais suffisante pour retarder mon retour dans la tôle. J'étais sûr qu'il ne m'arriverait rien de bon là-bas. Gros Paris vient me rendre visite à la prison du comté. Il m'assura qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour moi, mais j'étais perdu. Personne ne pouvait m'aider. Maman fit le voyage depuis la Californie pour venir me voir. Elle était vieille et malade. En fait, elle était en train de mourir. Elle avait le cœur détraqué et du diabète. Je me demandais comment elle avait pu arriver jusque-là. C'était une scène bien connue qui se répétait. J'étais derrière des barreaux, et elle pleurait de l'autre côté. Mon fils, sanglota-t-elle, c'est la dernière fois que nous nous verrons. Ta maman est tellement fatiguée. Dieu m'a donné la force de faire ce long voyage pour voir mon pauvre bébé avant que je m'endorme dans les bras de Jésus. Mon fils, quel dommage que tu ne m'aimes pas autant que je t'aime. Je pleurais en serrant à travers les barreaux ses mains maigres et pâles entre les miennes. Écoute, maman, dis-je, tu sais que nous avons tous du sang indien dans les veines. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre jusqu'à 100 ans, comme papa Joe, ton père. Allez, maman, arrête. Tu crois que je n'ai pas assez d'ennuis comme ça? Je t'aime, maman. C'est vrai, tu sais. Pardonne-moi de ne pas t'avoir écrit régulièrement et pour tous ces trucs-là. Je t'aime, maman, je t'aime. S'il te plaît, ne meurs pas. Je ne pourrais pas le supporter si tu mourais pendant que je suis bouclé. Quand je sortirai, je m'occuperai de toi, je te le jure. Maman, ne meurs pas, s'il te plaît. Le maton se pointa, la visite était terminée. Une expression de pitié adoucit la dureté de son visage lorsqu'il vit ma mère. Il savait qu'elle était gravement malade. Je la regardai s'éloigner lentement dans le couloir de la prison. En arrivant devant l'ascenseur, elle se retourna et me regarda d'un air triste, pathétique. Je me souviens de ce matin d'orage bien des années auparavant où, debout sous la pluie, elle avait regardé partir le fourgon qui m'emmenait vers ma première prison. Même maintenant, je sens une boule dans ma gorge chaque fois que je revis ce moment. Une semaine après la visite de maman et son retour en Californie, je comparus devant le tribunal pour la troisième et dernière fois. Le juge ordonna que je sois remis au capitaine des matons de la prison d'où je m'étais évadé. Stacy et elle furent relâchées. Pendant tout le voyage, le capitaine et son acolyte gardèrent un silence sinistre. C'était un jour d'avril étincelant. La voiture de la prison filait dans les rues. J'étais assis sur la banquette arrière et je regardais tous ces vénards qui s'agitaient sur les trottoirs de la ville. Je me demandais ce qu'ils me réservaient là-bas. Allait-il me frapper avec des tuyaux en caoutchouc ou à coups de matraque? Je me sentais complètement déprimé. Je m'en serais fichu de tomber raide mort sur cette banquette. Enfin, la voiture franchit le grand portail de la prison. Le soleil tiède d'avril brillait sur les vieux bâtiments crasseux. Appuyés sur leurs balais, les taulards qui nettoyaient la cour m'observaient à travers les vitres de la voiture. La conduite intérieure s'arrêta. Les deux matons me firent sortir et m'enlevèrent les menottes. Puis on m'emmena dans le même bâtiment où j'avais été enfermé avant mon évasion, et je fus bouclé dans une cellule du rez-de-chaussée. En début d'après-midi, un maton me conduisit dans le bureau du chef de sécurité. Assis derrière sa table, il avait l'air d'un SA nazi. Il n'avait pas besoin de matraque ni de tuyaux en caoutchouc, mais son sourire faisait penser à celui de Herr Schicklgruber dans le wagon français. Sa voix était une sorte de murmure assassin. Alors, dit-il, voici donc le merle noir qui a fui la volière. Soyez content, vous ne nous devez que 11 mois. Vous avez eu de la chance de vous évader avant la nouvelle loi. Celle qui est en vigueur désormais punit les évadés d'une peine d'emprisonnement supplémentaire qui peut aller jusqu'à 1 an. Quel dommage qu'elle ne soit pas rétroactive. Pendant quelques jours, je vais vous faire incarcérer dans une cellule spéciale, à titre de punition. Je n'ai rien de particulier contre vous, croyez-le bien. Votre évasion ne m'a causé aucun préjudice. Mais dites-moi entre nous, comment avez-vous fait pour vous enfuir? J'aimerais bien le savoir, monsieur, répondis-je. Je suis sujet à des absences. Ce jour-là, j'en ai eu une. Quand j'ai repris conscience, je marchais le long d'une route et j'étais libre. J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire ce qui s'est passé. Ses yeux bleus et froids se durcirent. On aurait dit deux agates. Son sourire s'élargit. Ça ne fait rien, mon garçon, dit-il. Croyez-moi, je suis certain que très bientôt vous vous souviendrez parfaitement de tout ce qui s'est passé. Lorsque vous aurez retrouvé la mémoire, demandez au surveillant de revenir me voir. Bonne chance, mon garçon, nous nous reverrons. Un maton m'emmena prendre une douche.
Je me changeai et mis l'uniforme râpé qu'il me donna. Un toubib m'examina, puis je fus ramené dans le bâtiment de détention. Le maton me conduisit dans un couloir du rez-de-chaussée, où s'alignaient des cellules minuscules et répugnantes. La première cellule où on m'avait enfermé était située de l'autre côté du bâtiment. Le maton s'arrêta devant l'une des cellules, il déverrouilla la porte et me poussa à l'intérieur. Elle se trouvait près de l'entrée du bâtiment. J'examinai ma nouvelle maison. C'était une petite boîte étroite conçue pour briser l'esprit humain et le mettre à la torture. Je levai les mains au-dessus de ma tête, le bout de mes doigts touchait le plafond d'acier. J'étendis les bras de chaque côté de mon corps. Je touchai les murs également en acier. Entre les barreaux de la porte et le mur du fond, je comptais 2 mètres. Il y avait un lit de camp, lui aussi en acier. L'enveloppe du matelas était tachée. Elle sentait la merde et le dégueulis. La cuvette des chiottes et le lavabo étaient incrustés d'immondices verdâtres. Pour quelqu'un qui aurait eu la tête un peu fragile, cette cellule pouvait se transformer en cercueil d'acier au bout d'une semaine ou deux. Je me demande combien de temps il comptait me laisser dans ce trou. Je revins vers la porte, me cramponnai au barreau et contemplai le mur nu en face de moi. Ce nazi s'imagine qu'après une semaine ou deux dans ce cachot, je vais me mettre à pleurer, et elle suppliait d'écouter le récit de mon évasion, me dis-je. Mais je ne flancherai pas, j'ai la tête solide, nom de Dieu. Je serai capable de rester un mois dans ce trou. J'entendis quelqu'un donner un coup contre la cloison d'acier qui séparait les cellules, et je vis une main blanche me tendre un morceau de papier. Je passai le bras à travers les barreaux et pris le papier. C'était un message plié autour de 2 cigarettes et 3 allumettes. Bienvenue dans la rue du Bonheur, était-il écrit. Je m'appelle Coppola. On dit que tu es Lancaster, le gars qui s'est fait la belle il y a 13 ans. Il me faisait travailler dans un bureau près de l'entrée, et moi aussi j'ai réussi à me tirer, il y a 1 an et demi. Ça fait 6 mois qu'ils m'ont ramené. J'ai failli lâcher la bouée une bonne dizaine de fois. Tu comprendras plus tard ce que je veux dire. Depuis, je n'ai pas quitté cette cellule. Avec la rallonge qu'ils m'ont collée pour l'évasion, j'ai encore 1 an à tirer. Et j'ai une demande de maintien en détention qui vient du Maine pour faux et usage de faux. Je peux te dire qu'on a de gros ennuis, mon pote. Depuis que je suis arrivé, le salopard de la sécurité a réussi à rendre dingue 4 ou 5 dollars en les bouclant ici. On est 6 dans le quartier pour le moment. Il n'y a que 3 évadés. Les autres ont simplement une punition de quelques jours. Je te donnerai d'autres tuyaux plus tard. Je connais des matons qui t'apporteront ce que tu veux si tu leur files du fric. J'allumai une cigarette et m'assis sur le lit de camp. Coppola est un sacré mec pour réussir à garder la tête froide après avoir passé 6 mois dans la rue du Bonheur, pensai-je. Il ne doit pas savoir que je suis là pour quelques jours seulement. Ce soir-là, on nous servit du riz aigre. J'entendis le pas traînant des taulards qui remontaient dans le bâtiment. Ils remontaient dans les étages pour rejoindre leurs cellules alignées le long des galeries. Les lumières et la radio qui hurlaient dans les haut-parleurs furent éteintes à 9 heures. Au milieu d'une épidémie de paix et de bruit de chasse d'eau, j'entendis mon nom. Le type qui l'avait prononcé se trouvait sur la galerie du premier étage, juste au-dessus de ma cellule. Jim, disait la voix, à ton avis, qu'est-ce qui va arriver à ce vieux Mac d'iceberg? Je te parie 10 dollars que les Blancs vont réussir à le faire crever. Un Mac n'a pas assez de cran pour durer longtemps dans un trou pareil. Jack, répondit Jim, j'espère que ce salopard va crever cette nuit. À cause d'un de ces salauds de Mac, ma petite sœur est devenue accro. Je m'assoupis. Peu après minuit, je m'éveillai en sursaut. Quelqu'un hurlait et suppliait qu'on ne le tue pas. J'entendis des bruits de coups. Je me levai et m'approchai de la porte. Coppola tira la chasse d'eau dans sa cellule. Coppola, murmurai-je, qu'est-ce qui se passe, vieux? N'y fais pas gaffe, Lancaster, chuchota-t-il. Ce sont les matons de nuit qui s'amusent. Ils ont besoin d'un peu d'exercice. Ils vont chercher leur punching ball dans les cellules qui sont de l'autre côté. C'est là qu'on met les poivreaux et les vieux, en attendant que le juge s'occupe d'eux le lendemain matin. T'as encore rien vu, mon pote. S'ils viennent t'asticoter, ne leur réponds surtout pas. Tu te ferais passer à tabac, et ensuite ils te foutraient à poil dans une cellule complètement vide. Rien que du béton par terre, et c'est tout. Tu sais, il y a au moins une douzaine de façons de mourir ici. Je passai le reste de la nuit à contempler le mur nu et sale en face de moi. Je me demandais ce que faisaient Rachel et Stacy. Il fallait que je trouve un maton qui se charge de poster mon courrier à l'extérieur. La censure de la prison ne laisserait jamais passer une lettre contenant des instructions à une pute. Un maton faisait des rondes espacées de quelques minutes et venait me mettre une torche allumée sous le nez. Le lendemain matin, je regardais les taulards défiler en rang devant ma cellule pour aller prendre leur petit déjeuner avant de se rendre au travail. Tous ceux qui avaient été incarcérés la veille étaient également dans la file. Cet après-midi-là, je reçus des lettres de Stacy et de Rachel. Elles m'avaient aussi envoyé des mandats. Je leur manquais. Elles auraient eu besoin d'un bras solide pour les soutenir. Elles tapinaient dans les bars du centre, et Gros Paris avait dit qu'il se chargerait de les faire sortir de tôle si les flics les embarquaient. Au cours de la première semaine, Coppola me donna les tuyaux nécessaires pour arriver à survivre. Il m'avait trouvé un maton qui apportait mes lettres directement aux filles. C'était elle qui le payait, et me rapportait également l'argent qu'elle m'envoyait.
Je reçus une lettre de maman. Son écriture était tellement tremblée que j'arrivais à peine à la lire. Elle me joignait des prospectus religieux. J'étais très inquiet pour elle. L'étroitesse de la cellule et la peur de devoir y passer un an commençaient à m'affecter sérieusement. Mes rares heures de sommeil étaient peuplées de cauchemars. Je payais très cher pour bien manger, mais je perdais quand même du poids. Le premier mois, je maigris de 13 kilos. Au cours de la 5e semaine, j'ai reçu 2 mauvaises nouvelles. D'abord une lettre de Stacy qui m'annonçait que Gros Paris avait été trouvé mort chez lui, assis sur le siège de ses toilettes. La nouvelle me secoua. Il avait été pour moi un véritable ami. Je reçus ensuite un mot très court de Rachel, elle était à Cleveland. L'autre soir, j'ai rencontré un vieil ami à toi, un docteur, écrivait-elle. Il était bourré et il m'a payé un verre. J'ai eu de la chance, le barman m'a demandé comment tu allais, et le toubib a tout déballé. Il m'a raconté l'histoire d'un de ses patients qu'on avait cru mort et qui s'était soudainement ressuscité. Va te faire foutre. PS, si tu pouvais crever, ce serait une bonne idée. Je garde la Cadillac. Le directeur de la tôle décida d'écourter la peine de Coppola pour l'envoyer dans le Maine, où l'attendait son procès. La pression sur le mental s'accentuait. La cellule paraissait de plus en plus étroite. J'en étais à mon 3e mois, et maintenant que Coppola était parti, j'avais vraiment du mal à tenir le coup. C'était comme si une implacable malédiction s'acharnait à me briser. Aucun maton n'avait accepté de m'apporter des drogues dures. Je devais me contenter de whisky. Je disposais d'un rasoir de sécurité, mais j'avais cessé de me raser. Je ne voulais plus voir dans mon morceau de miroir cet inconnu hâve et laid qui me faisait face. Ce n'était pas seulement la cellule qui me détruisait, c'était aussi ce que je voyais, ce que j'entendais de misère et de souffrance dans ce quartier de la prison, sans compter les cauchemars. Maman devait garder le lit, elle était même trop malade pour écrire. Des amis à elle m'envoyaient des lettres et des télégrammes. Ils faisaient tous des prières pour que je puisse sortir avant que maman meure. Un jour, on m'amena au parloir. Un maton resta derrière moi pendant tout le temps de la visite. C'était Stacy. Elle était enceinte et vivait avec un vieux malfrat. Je vis dans ses yeux que j'avais vraiment l'air mal en point. Ces lettres s'espacèrent. Je n'en reçus plus qu'une par mois et sans argent. À la fin du 4e mois, ma tête tremblait sur mes épaules comme si j'avais eu la maladie de Parkinson. Un soir vers minuit, un taulard piqua une crise. Il réveilla tout le bâtiment. Il avait commencé par maudire Dieu et sa mère. Les matons l'emmenèrent et je les vis passer devant ma cellule. Dans l'état où j'étais, cette vision faillit me rendre dingue. Le type était complètement à poil, il avait la bave aux lèvres et balbutiait des paroles de dément. C'était comme ces Holy Rollers qui tombent en transe en parlant des langues bizarres. Il bandait et se branlait des 2 mains. Je mordis mon oreiller pour m'empêcher de crier, comme l'avait fait la demi-portion le jour du cintre. Le lendemain, je fis une demande pour aller voir le nazi. Il ne se passa rien. Une semaine plus tard, j'étais assis sur les chiottes, la tête sur les genoux. J'entendis les taulards défiler vers le réfectoire pour aller prendre leur petit déjeuner. La file s'arrêta quelques instants à la hauteur de ma cellule. En levant la tête, je vis une étrange paire d'yeux, presque orange, enfoncée dans un visage horriblement défiguré par des cicatrices. C'était Leroy, celui à qui j'avais volé Chris bien des années auparavant. Il se souvenait toujours de moi. Il me regarda fixement, et un rictus tordit ses lèvres, tandis que la file des taulards se remettait en mouvement. Je demandai à mon maton d'aller voir ce qu'il y avait dans son dossier. Il me fit un rapport complet. Depuis 1940, Leroy s'était fait arrêter plus de 100 fois pour ivresse sur la voie publique. Il avait également été envoyé 2 fois en hôpital psychiatrique. J'avais 42 ans. J'en avais 20 lorsque je lui avais piqué Chris. Je demandai au maton de faire quelque chose pour qu'il soit transféré dans un autre bâtiment de la prison. Je lui racontais comment j'avais volé Chris et à quel point Leroy l'avait dans la peau. Le maton me dit qu'il ne pouvait rien faire. Leroy ne devait rester ici que 5 jours. Cette fois encore, il avait été condamné pour ivresse, et il était impossible de le transférer ailleurs. Je me demandais ce qu'il allait tenter pour se venger. Pendant 5 jours, il faudrait que je fasse attention à lui chaque matin. Je devrais me tenir le plus loin possible de la porte. Leroy pouvait dégoter un couteau et essayer de me couper quelque chose en passant devant ma cellule. Toute la journée, je me fis du mouron en me demandant ce qu'il mijotait. Pouvait-il se procurer de l'essence et me faire brûler vif? Cette nuit-là, j'entendis la voix pour la première fois. Les lumières étaient éteintes. Le silence régnait dans le bâtiment. La voix semblait venir d'un minuscule grillage à la tête du lit de camp. Une lumière était allumée en permanence dans le conduit d'aération derrière la grille. C'était là que se trouvaient les tuyaux qui amenaient l'eau dans les cellules. Je me mis à 4 pattes et regardai à travers les petits trous de la grille. Je ne vis personne. Je m'allongeai à nouveau sur le lit de camp. La voix devint plus forte et plus claire. Elle semblait amicale et douce, comme celle d'une femme qui console un ami. Je me demandais si c'était des taulards qui faisaient les clowns sur l'une des galeries. Dans le flot des paroles indistinctes, j'entendis prononcer mon nom. Je me remis à 4 pattes et collai l'oreille contre la grille.
Un rayon de lumière éclaira le coin de la cellule. C'était le maton. Je pivotais sur mes genoux pour lui faire face. J'avais la torche dans les yeux. Qu'est-ce que tu fous dit-il. Officier, j'ai entendu une voix, répondis-je. J'ai pensé qu'il y avait peut-être quelqu'un qui travaillait là. Oh là là, mon pauvre idiot, tu n'arriveras jamais au bout de ta peine, toi. Tu es en train de devenir dingue, Slim. Allez, arrête tes conneries, retourne dans ton lit et reste-y. Au matin, les lumières qui s'allumaient me tirèrent du sommeil. Ma première pensée fut pour Leroy. Je me levai et m'assis sur le lit de camp, puis je repensai à la voix. Je n'étais plus très sûr de ce qui s'était passé à présent. Finalement, tout cela n'était peut-être qu'un rêve. Je me demandais si je devais en parler au matin. En tout cas, rêve ou pas, je n'avais pas du tout l'intention de devenir dingue. Mon esprit se raccrocha à ce que m'avait dit le vieux tôlard philosophe à propos de l'écran qu'on a dans la tête. Je me souvenais qu'à la prison fédérale, j'avais lu des livres dans lesquels on parlait des gens qui entendaient des voix, ou même inventaient des personnages qui n'existaient que dans leur tête. À partir de maintenant, me dis-je, dès que j'aurai l'impression qu'une pensée ou une idée inquiétante s'insinue en moi, je la combattrai jusqu'à ce qu'elle me sorte de la tête. Peut-être que je ne rêvais pas quand j'ai entendu cette voix, mais si je l'entends encore, je me protégerai. Je garderai en moi une autre voix, une voix forte et saine, qui repoussera tout ce qui me paraîtra bizarre. À chaque instant, je surveillerai mes pensées jusqu'à ce que je sois sorti d'ici. Je sais que je suis capable de le faire. Il faut simplement que je poste un gardien dans ma tête et que je l'entraîne à réagir vite. Un gardien suffisamment vigilant pour ne jamais rien laisser entrer qui puisse me troubler l'esprit. Je le ferai crier assez fort pour étouffer les fausses voix. Il saura immédiatement qu'elles n'ont aucune réalité. Je me levai et allai devant le lavabo. J'entendis le martèlement des pas des taulards qui descendaient des galeries. J'étais en train de me laver la figure. Il y eut alors une série de bruits derrière moi, comme des objets qui tombaient et glissaient sur le sol. On aurait dit une longue procession de livreurs de journaux, jetant des quotidiens sur un perron. Et puis je sentis l'odeur. Je me retournai vers la porte en plissant les yeux, pour essayer de voir quelque chose à travers le savon qui me recouvrait les paupières. Ma cellule avait été bombardée de merde. Elle suintait des murs, les morceaux les plus compacts avaient roulé jusqu'à mes pieds. Des feuilles de papier journal avaient servi d'emballage. Les taulards passaient devant ma cellule en ricanant. Je me sentis pris de vertige. J'avais l'impression qu'un gros ballon de plomb se gonflait dans ma poitrine. Je me souvins du gardien que j'avais posté dans ma tête. C'était un nouveau. Il était en retard pour prendre son service. Je dégueulais. Puis je me mis à hurler en répétant inlassablement « Regarde, c'est simplement de la merde. De la merde, de la merde. Rien que de la merde. Regarde, ça ne peut pas te faire de mal. C'est simplement de la merde qui pue. » Un maton s'approcha de la porte de ma cellule et fronça le nez. « Ta gueule !» cria-t-il. Il ouvrit la porte. J'allai chercher un seau d'eau chaude et un balai-brosse, puis je nettoyai la cellule. Le maton me demanda qui avait ainsi souillé mon nid. Je lui répondis que je ne savais pas. L'autre maton, celui qui m'arrangeait mes coups, vint me voir à midi. Il me raconta comment Leroy s'était pris pour engager les bombardeurs de merde. Il leur avait dit que c'était moi qui l'avais balancé à l'époque où il avait été condamné pour avoir tapé sur Papa Tony. Mon maton se chargea de rétablir la vérité auprès des taulards. Les bombardiers se retournèrent alors contre Leroy. Ils le mirent au défi de ne jamais recommencer à m'emmerder. Je n'avais plus rien à craindre de lui. Je ne pris pas le deuil lorsque Leroy eut fini ses 5 jours de tôle. J'étais à la fin de mon 6e mois. Mon système du gardien dans la tête me protégeait des angoisses, des fausses voix et de mes innombrables envies de suicide. Un ami de maman m'envoya un télégramme. Elle avait eu une attaque. Les médecins de l'hôpital avaient déclaré qu'ils ne pouvaient plus rien pour elle. Puis elle était partie, enfin rétablie. Elle était toujours très malade, mais vivante. Le télégramme mit à rude épreuve mon système de protection mentale. Vers le milieu du 7e mois, il y eut une journée particulièrement triste. Un type de New York qui volait dans les magasins s'était fait alpaguer le lendemain de son arrivée à Chicago. Il était à l'étage au-dessus. Un soir, un taulard qui était bouclé à quelques cellules de la mienne m'appela pour me dire qu'il voulait m'emprunter un bouquin. Un instant plus tard, j'entendis quelqu'un prononcer mon nom au-dessus de ma tête. Le lendemain matin, le voleur de magasin descendit pour me parler. Il travaillait à l'intérieur du bâtiment et pouvait circuler. Il me demanda si j'étais bien l'iceberg qui était ami avec Party Time. Je répondis que oui. Pendant un moment, il resta silencieux. Puis il finit par me dire que Party avait souvent parlé de moi, en racontant que quand j'étais môme, il avait monté des arnaques avec moi, avant que je devienne Iceberg le Mac. Il me raconta que Party avait piqué la petite amie d'un dealer de drogue qui purgeait une peine de prison. Elle était très belle et Party l'avait mise sur le trottoir. Quand le dealer était sorti de tôle, la fille avait essayé de laisser tomber Party pour retrouver une vie plus libre avec son ancien mec. Party avait alors employé la manière forte, il lui avait cassé un bras. 2 mois plus tard, Party avait acheté de l'héros. Il ne savait pas que son revendeur était un copain du dealer en question. L'héros avait été mélangé à de l'acide de batterie. Cette nuit-là, il me fut impossible de trouver le sommeil.
J'ai fini par prendre une décision dans cette cellule abominable. J'allais arrêter la drogue et le proxénétisme. J'avais acquis une perception des choses que je n'aurais peut-être jamais eue si je n'avais pas été enfermé ici. Si j'avais purgé ma peine dans une prison normale, ma conscience ne se serait peut-être jamais éveillée. Lorsque mon système de protection mentale fut solidement installé, j'eus la terrible vision de ce qu'avait été ma vie. La maladie de ma mère et mon sentiment de culpabilité jouèrent un grand rôle dans ma décision. Sans doute mon âge et la perte de ma jeunesse eurent-ils aussi leur part. Je me rendais compte que le métier de Mac était fait pour des hommes jeunes et stupides. J'avais consacré plus de la moitié d'une durée moyenne de vie à une activité dangereuse et méprisable. Si j'avais poursuivi mes études, j'aurais pu devenir en 8 ans médecin ou avocat. Et maintenant, je me retrouvais ici, dans cette cellule, un dur à la redresse, sans doute, mais pas très intelligent. J'avais plus de 40 ans, un passé qui résonnait d'une fausse gloire. J'étais dépourvu de toute qualification professionnelle, et je n'avais aucun avenir. J'avais été plus cave que n'importe quel gogo. Le gogo, lui, ne perdait que son argent. Moi, j'avais adhéré à un club qui m'avait fait perdre 5 fois ma liberté en m'envoyant derrière les barreaux. Un bon Mac doit imposer une terrible pression à ses putes. Il est fatal que cette pression se retourne un jour contre lui. C'est lui qui devient alors la victime. J'en avais assez d'essayer d'attraper des filles qui me filaient entre les doigts comme du vif argent, et j'étais fatigué des séjours en tôle. À la fin du 9e mois de ma peine, j'obtins une entrevue avec le directeur. Je devais faire 11 mois ici, mais je contestais ma date de libération. Un représentant de la tôle s'était joint aux flics qui m'avaient arrêté. J'avais passé 30 jours dans la prison du comté avant d'être transféré ici pour finir ma peine. Je ne connaissais rien en matière de loi, ou en tout cas pas grand-chose. Au cours de l'entrevue, il m'avait été dit que je devais purger 11 mois. La perspective de faire un mois de plus ne m'effrayait pas. À cette époque, je contrôlais parfaitement mon mental. Mais ma mère pouvait mourir à tout moment en Californie, il fallait que je puisse la rejoindre avant sa mort. Je voulais à tout prix la convaincre que je l'aimais, que je l'estimais en tant que mère, qu'elle était beaucoup plus importante pour moi que la chasse aux putes. Il fallait que j'arrive là-bas à temps, pour elle autant que pour moi. Pendant 2 semaines, je restais allongé dans ma cellule. J'écrivais un texte pour exposer ce que j'estimais être la base légale qui justifiait ma libération au bout de 10 mois. J'y avais introduit quelques menaces détournées. J'appris mon texte par cœur, puis je m'entraînais à le dire, comme un acteur qui répète son rôle. Je parvins finalement à le débiter avec aisance en y mettant les inflexions nécessaires à l'intensité dramatique. Nous étions à 2 jours de la fin du 10e mois. J'avais demandé une seconde entrevue 2 semaines plus tôt, et je fus enfin convoqué. Je devais avoir l'air d'un épouvantail lorsque je me retrouvai devant lui. J'étais barbu, sale, déguenillé. Lui était impeccable, assis derrière son bureau bien ciré. Il me regarda avec mépris. Monsieur, dis-je, je comprends que le poids et l'urgence de vos obligations aient pu vous amener à négliger quelque peu la demande d'entrevue que j'avais formulée. Je souhaite vous entretenir aujourd'hui de l'importance vitale que j'attache à la date de ma libération. Des rumeurs extravagantes laissent entendre que vous ne seriez pas un homme d'une parfaite loyauté, que vous auriez tendance à faire preuve de sectarisme, en manifestant notamment une haine tenace à l'égard des personnes de race noire. Bien entendu, je n'ai jamais accordé le moindre crédit à ces rumeurs, et je les ai rejetées dès l'instant où elles sont venues jusqu'à moi. J'ai la certitude presque dogmatique qu'un homme de votre stature sociale et de votre hauteur intellectuelle ne saurait adopter des préjugés aussi vils. Par souci de loyauté, je n'hésiterai pas à faire preuve d'une franchise un peu brutale. Si je ne suis pas libéré après-demain, une personne soucieuse de mes intérêts et domiciliée dans cette ville déclenchera un processus administratif qui non seulement entraînera ma libération, mais pourrait par surcroît jeter un éclairage révélateur sur certains agissements désagréables et peu conformes à la loi qui ont cours quotidiennement dans cette enceinte. J'ai été enfermé ici comme un animal en cage pendant près de 10 mois. Comme un animal, la sensibilité de ma vue et de mon ouïe s'en est trouvée accrue. Je ne cherche à obtenir que ce qui est légalement mon droit. Je considère que même si le capitaine des gardiens de cette prison, c'est-à-dire votre représentant officiel, m'avait arrêté et enfermé pendant 30 jours sur la Lune, j'y aurais été détenu techniquement et légalement, sous la responsabilité de votre établissement. Cet argument, monsieur, est inattaquable. Pour être franc, je ne doute pas que ma libération aura bien lieu à la date légale. Je vous remercie, monsieur, de m'avoir accordé cette entrevue. Le mépris avait disparu de son visage. Je l'avais convaincu que je ne bluffais pas. Son regard me fit comprendre qu'il ne pouvait pas prendre le risque. Il devait certainement savoir combien il était facile de faire entrer ou sortir quelque chose en douce dans cette tôle pourrie. Faire passer une lettre à l'extérieur n'était qu'un jeu d'enfant. Je ne dormis pas cette nuit-là. Le lendemain, je reçus l'annonce officielle de ma levée d'écrou. Ma libération aurait bien lieu à la date légale.